Bienvenue dans cette autre formation sur le shell scripting. Dans ce tutoriel, je vais t'apprendre à utiliser le shell scripting en tant que DevOps ingénieur. Vous savez, le shell scripting est un peu large. Donc, je ne vais pas tout vous apprendre sur le shell scripting, je vais vous apprendre l'essentiel, ce qui vous sera utile en tant que personne, en tant que développeur qui souhaite devenir DevOps ingénieur. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Moi, c'est Donald, ingénieur de formation, principalement intéressé par le software engineering, l'analyse de données et le machine learning. Si un de ces domaines t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, tu t'abonnes. La deuxième, tu actives la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie un nouveau tutoriel. Et aussi, j'ai un cadeau pour toi à la fin de ce tutoriel parce que je te donne des questions avec réponse qu'on pourra te poser à l'interview concernant le shell scripting. Si tu es abonné, si tu as liké, alors retrouvons-nous de l'autre côté. Aujourd'hui, on va principalement parler du shell scripting. Déjà, c'est quoi un système d'exploitation? Parce que vous devez savoir que le premier logiciel qu'on installe dans une machine, c'est le système d'exploitation. Et déjà, je crois que jusqu'ici, vous savez, ok, ce que c'est qu'un système d'exploitation, que c'est un logiciel qui joue le rôle d'intermédiaire entre le hardware et les applications qu'on va généralement appeler le software. Donc, il gère les ressources de l'ordinateur et permet au programme de s'exécuter efficacement. Maintenant, pourquoi choisir Linux? Vous avez remarqué qu'au début de cette formation, j'ai d'abord fait un cours sur Linux, ok, qui était obligatoire pour les DevOps Engineers. Donc déjà, pourquoi choisir Linux? Linux, comme vous le savez, est le système d'exploitation le plus populaire, ok, utilisé dans dans le monde du DevOps. En raison donc des avantages suivants. C'est gratuit et c'est open source, donc vous n'avez rien à payer pour la licence et le code source est accessible. C'est sécurisé, moins vulnérable aux virus et aux attaques. De nombreuses distributions. Par exemple, au début de la formation DevOps, je vous ai parlé des différentes distributions de Linux quand nous étions sur AWS. Je vous ai parlé de Ubuntu, de Debian, de CentOS, de Fedora, de Arch Linux, etc. Et je vous ai donné les avantages et les inconvénients de chaque distribution, si vous vous rappelez très bien. Par exemple, je vous avais dit, Debian est très utilisé dans le DevOps et Fedora aussi est aussi très utilisé. Ubuntu vient derrière qui est aussi très utilisé. CentOS aussi est très utilisé aussi dans certains types de serveurs. Je vous avais parlé de ça. Maintenant, c'est stable et performant. Donc, excellente gestion des ressources, surtout sur Linux. La personnalisation, comme j'ai dit plus haut, c'est open source. Donc, vous pouvez modifier le code source de Linux et adapter cela à vos besoins spécifiques. Donc, ici, on va pas nous attarder sur Linux parce que nous avons déjà beaucoup travaillé sur Linux. Au début de cette formation, nous avons travaillé sur les commandes de Linux. Maintenant, les fondamentaux du scripting shell. Donc, qu'est-ce qu'un shell? Donc, le shell est une interface qui permet donc d'interagir avec le système d'exploitation. Et jusqu'ici, je crois que vous avez déjà eu à utiliser le shell parce que vous avez suivi la formation que je vous ai donnée sur Linux, les commandes de Linux. Parce que quand vous exécutez une commande dans le terminal, dans le CMD, alors en fait, vous êtes en train d'interagir avec le système d'exploitation via des commandes. Et le scripting shell, alors, c'est quoi? Le scripting shell vient vous permettre donc d'automatiser ces commandes dans un script. Par exemple, je prends un cas ici. Quand je suis là, d'accord, j'agrandis un peu là. Quand je fais par exemple ls, n'est-ce pas, ça m'affiche la liste des, des dossiers, des fichiers qui se trouvent dans la direction download. Nous sommes d'accord. Maintenant, si je fais ls, peut-être ltr, non, disons peut-être clean, d'accord, c'est une autre commande. ls, c'est une autre commande. cd, c'est une autre commande, d'accord. Vous voyez que ce sont des commandes qui me permettent d'interagir avec le système d'exploitation. Maintenant, est-ce que je peux lancer un ensemble de ces commandes au même moment? Ou bien est-ce que
la sortie d'une commande peut être l'entrée d'une autre commande. Donc, c'est ce que le shell scripting vous permet de faire. Ça vous permet d'automatiser. Est-ce que je peux mettre sur pied des conditions? Du genre, si le fichier existe, alors supprime. Ou bien, prends ce fichier, envoie par exemple sur un cloud, par exemple sur AWS S3 Bucket par exemple, ou bien sur Google Storage par exemple. D'accord? Est-ce que si j'ai les erreurs dans le fichier log, est-ce que je dois envoyer un mail par exemple au développeur, au tech lead de l'application? D'accord? Donc le shell scripting va vous permettre donc de regrouper cette commande et de pouvoir faire les boucles, de pouvoir en même temps mettre sur pied des if statements pour pouvoir donc automatiser le monitoring d'une application qui est très important pour, en tant que DevOps Engineer, vous devez maîtriser cela. D'accord? Voilà. Maintenant, donc pourquoi utiliser le script? Donc, comme je l'ai dit, de prime abord, automatiser les tâches répétitives, gagner en temps pour éviter les erreurs humaines, exécuter plusieurs commandes en une seule fois. C'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, écris un script shell. Maintenant, pour écrire le script shell, ok, il faut un fichier. D'accord? Il vous faut un fichier. Et dans ce fichier, il y a ce qu'on va appeler le shebang que vous devez toujours mettre dans ce fichier. Donc, si je viens par exemple ici, on va créer un fichier. Donc déjà, vous devez être sur une machine Linux. D'accord? Comme vous voyez là, je suis sur Windows, mais je vais me connecter sur un EC2 de AWS. D'accord? Voilà un EC2 AWS. Je vais me connecter dessus. Vous connaissez déjà comment on fait ça sur AWS parce que nous avons vu. Donc, ça, je me connecte en SSH avec la clé .perms et vous allez voir Ubuntu. Vous voyez mon adresse IP pour la région où se trouve de Amazon. Donc, je vais me connecter sur cette machine. Je tape Entrée. OK. Donc là, vous voyez, quand j'exécute par exemple which batch, ok, quel batch, vous voyez, ça me donne la direction du batch que j'utilise. Vous voyez, user bin batch, d'accord, user bin batch, qui est le batch que j'utilise. En fait, c'est quoi? Il y a plusieurs versions de ça. Je vais revenir ici. Il y a plusieurs versions. Donc, le batch ici, là, c'est l'interpréteur que va utiliser votre fichier pour pouvoir exécuter les commandes. D'accord? On a le batch, on a je vais vous donner toute la liste de ça. Je crois que je l'ai mentionné quelque part ici. Je regarde rapidement. Batch. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, c'est ça ici. OK? Vous avez le batch, vous avez le datch, vous avez le sh et vous avez le ksh. D'accord? Maintenant, si vous faites which batch, ok, vous allez voir la direction où cela se trouve. Maintenant, which, ok, which batch. Voilà, si vous faites which sh, ok, ça va vous donner la direction où se trouve votre sh. Ok, si vous avez ça. Si je fais which datch, est-ce que datch, voilà, ça montre que j'ai aussi le datch. Donc, c'est différentes versions du shell. D'accord? Maintenant, le dernier, c'était quoi? On a le KSH. Donc, je vérifie si nous avons le KSH ici. Je vais dire which KSH. OK, on n'a pas le KSH ici. D'accord? Nous n'avons pas le KSH. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous faites pour connaître la direction si vous avez ces différentes versions. D'accord? C'est donc cela que nous allons utiliser comme interpréteur. Donc, c'est son rôle ici. D'accord? C'est le rôle de ce shebang. On appelle ça le shebang. OK? Le shebang. C'est ça ici. Voilà. Donc, tout fichier shell scripting que vous allez utiliser,
vous deviez avoir ceci à l'intérieur. Maintenant, comment créer un fichier? Vous connaissez déjà. Je vais par exemple créer First Shell Scripting. Je vais créer cela. Je vais aller dans ma machine. Je suis sur une machine Linux, Ubuntu, la version Ubuntu. Donc là, je vais dire par exemple Tosh. Ou bien avant de dire Tosh, je vais aller dans la direction Home. Home. OK. ls. OK. Je vais créer un dossier ici, mkdi, que je vais appeler shell. D'accord? Permission denied. Je ne suis pas connecté en sudo. Donc là, je vais dire... attends, j'entre dans Ubuntu voir. OK. Donc, je vais faire mkdi ici. Voilà. Donc, ls. OK, ls shell. Donc, elle est un peu lente à cause de la connexion. Donc, c'est un peu ça aussi ça l'inconvénient avec d'utiliser une machine sur Internet. Donc là, j'ai le shell que j'ai créé ici. D'accord? Maintenant, je vais entrer dans le shell. OK, dans le shell, je vais créer donc mon fichier avec la commande tosh. Ça sont des commandes Linux. Et maintenant, si on les regroupe, OK, dans un fichier, on est en train de faire du shell scripting. Donc là, je tape entrée. Et là, si on fait ls, OK, vous allez voir que j'ai donc first shell script. Maintenant, si je veux mettre mon shebang à l'intérieur, je vais juste copier ça. Comme ceci. Et là, je peux venir dans la machine. J'utilise par exemple Vim. OK, Vim, nous avons parlé de ça. J'utilise Vim, je fais first. Comme ceci, j'entre à l'intérieur. Je clique sur I. OK, pour insert. Et je mets ceci. D'accord? Après avoir mis ceci, je peux par exemple dire echo. Echo, je dis bonjour. OK. Bonjour tout le monde. Voilà. WQ. Voilà. Si je fais, j'exécute, point slash first shell script point sh comme ceci. Permission denied. Donc il faut que je lui donne les permissions d'exécution. Donc là, déjà, si je fais ls, on voit. Maintenant, si je fais ls ltr comme ceci, ça, vous voyez ici que ça n'a pas la permission d'exécution. Ça a la permission de read, de write, OK? Read, write, read, OK? Donc, on voit qu'il n'a pas la permission d'exécution. Donc, il faut lui donner une permission d'exécution. Pour cela, on va dire change mode plus X sur le fichier first shell, tout simplement. Donc, maintenant, dans cette chaîne change mode, si que j'avais oublié, donc j'avais ça en tête, mais voilà, ça arrive. OK, donc on fait plus X qui est la permission d'exécution. D'accord, tout simplement qu'on donne au fichier. Qu'on donne au fichier. Donc ici, je vais dire, je vais vérifier en disant ls ltr comme ceci. Vous allez voir que cette fois-ci, il a la permission d'exécution, le X, OK, pour dire qu'on peut l'exécuter. Donc, si je fais là, je remonte. On était où? Ici. Je tape Entrée. Vous voyez que j'arrive à exécuter maintenant le fichier parce qu'il a donc cette permission d'exécution. D'accord? Voilà. Donc, déjà ici, on vient d'apprendre pas mal de commandes. Créer un dossier, créer un fichier, donner des permissions.
OK? Lister les fichiers avec les différentes permissions qui sont liées et les groupes, OK? Le groupe qu'appartient le fichier, l'utilisateur qui a créé le fichier, la date à laquelle ça a été créé et le nom du fichier en utilisant le LTR. D'accord? Voilà. Donc, dans ce fichier shell que nous venons de créer, on a pu déjà à l'intérieur exécuter la commande echo qui permet un peu de faire du print, OK, comme par exemple en Python. Voilà. Donc, on va rentrer dans ce fichier. Maintenant, par exemple, ici, donc, on a fait ce echo. Par exemple, cette commande qui me permet de lister, OK, les permissions et les groupes, les utilisateurs des fichiers, je peux l'ajouter. Donc, je peux dire vim first, comme ceci. Je clique sur i pour insert. Vous connaissez déjà. Et là, je mets par exemple cette commande. OK. Et je fais escape. J'enregistre. Et là, si j'exécute le fichier, vous voyez point fichier. OK. Regardez, quand j'exécute le fichier, vous voyez la commande qui est à l'intérieur s'exécute. Ça me dit total 4 et ça m'affiche le fichier. D'accord? Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, à l'intérieur du fichier shell, on peut exécuter pas mal de commandes. OK. Donc, pour exécuter le fichier, comme je disais, change mode, voilà, que j'avais mis, donc plus X pour donner donc, cette permission. OK. Maintenant, on a pas mal de commandes ici qu'il faut connaître. Donc, il y a le ls, lister les fichiers avec détail écrits par date. OK. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a maintenant le man qui vous permet de donner le manuel d'utilisation de chaque commande. Donc, si je fais par exemple man ls, OK, ça va donc vous donner le manuel d'utilisation du ls. OK, vous voyez ls, list, directory content, etc. avec les différentes options. Il y a le "-a" pour dire all, etc. OK, do not ignore entry static by. Donc, par exemple, les fichiers qui commencent par le point, quand tu fais ls, ça ne les affiche pas. Mais si tu mets "-a", alors ça va afficher aussi ces fichiers. OK, les fichiers cachés, n'est-ce pas? Author, OK, print author of each file si tu veux l'auteur de chaque fichier, etc., etc. D'accord, block site, OK, "-b", "-c", OK, tu peux lire pour comprendre tout ce que cela voudrait dire. D'accord? Donc, j'appuie sur Q pour quitter. Donc, tu peux faire man, par exemple, de 4, par exemple, la commande 4, OK, pour comprendre comment cette commande fonctionne. OK, tout simplement. Concatenate and print on the standard output. Ça veut dire quand tu utilises le 4, alors ça t'affiche le contenu d'un fichier dans le standard output. Le standard output, c'est le terminal. OK? Le standard input, c'est le clavier, par exemple. On a le standard error aussi. OK? Voilà. Donc là, je vais appuyer sur Q. Donc si je fais par exemple 4 de first, OK? Comme ceci, vous voyez, ça m'affiche son contenu. D'accord? Voilà. Donc, quand tu ne connais pas une commande, tu utilises donc man pour pouvoir donc avoir le manuel d'utilisation de la commande. OK, on a Tosh qui permet de créer, on a le mkd qui permet de créer un dossier, on a le top pour afficher les processus en cours. OK, donc vous deviez connaître ça, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Donc, quand tu fais top comme ceci, ça t'affiche les processus qui sont en cours. D'accord? Quand tu regardes là, tu as un peu les informations complètes par rapport au processus. Et voilà. Tu as le ID, OK, du processus, tu as le ID et tu peux tuer un processus en utilisant le kill. D'accord? Voilà. Donc, je vais sortir, CTRL-C. OK. Maintenant, ici, tu as le df-h, afficher l'espace du disque disponible. En fait, ce que je vous donne ici, c'est vraiment les commandes qui sont utiles au DevOps. D'accord? Ce sont les commandes qui sont utiles pour vous. En tant que DevOps ingénieur, ce sont des choses que vous auriez besoin. Regardez, par exemple, je veux connaître les capacités sur cette machine, ce qui a été utilisé, en fait, ce qui reste, etc. Vous voyez?
On me dit que file system, ça me liste les fichiers du système. La taille utilisée, restant, available, use, et ça me donne les pourcentages, mounted on, etc. Vous voyez un peu. Voilà, c'est une commande que vous deviez connaître et vous pouvez automatiser ça dans le shell. OK? Voilà, pour envoyer même quelque part. Maintenant, il y a le nproc qui permet d'afficher le nombre de cœurs. D'accord? Donc, nproc, comme ceci. Donc, vous voyez que cette machine a 2 cœurs. Je suis sur une machine à 2 cœurs. Voilà, ce sont des informations importantes, des commandes que vous deviez connaître en tant que DevOps. OK, on a le free -g pour afficher la mémoire disponible. Donc là, si je viens ici, je dis free-g comme ceci. Voilà, ça me dit available memory 0000, etc. En giga. Donc, il n'y a rien en gigaoctet, il n'y a rien qui est disponible en gigaoctet ici. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Maintenant, on va continuer avec un autre cours. Maintenant, pour afficher les processus qui sont en cours, on peut utiliser PS. Ok, donc pour avoir la liste des processus en cours, on peut faire PS. Et là, on peut voir ici l'ID, ok, du processus qui est en train d'être exécuté. Dans ce récent, vous allez voir que le batch a été exécuté, PS a été exécuté, etc. avec l'ID de cela. Maintenant, juste ici, on peut avoir plus d'informations par rapport à ça en ajoutant cette option -ef. D'accord? Donc là, si je reviens dans la machine, je fais PS -ef comme ceci. Alors, vous avez plus d'informations sur tous les processus. Du genre le UID, le PID, le PPID, etc. D'accord? Maintenant, on a tous ces process-là qui est en train d'être exécutés. Vous voyez qu'on a énormément. Maintenant, si je veux connaître un process particulier, je veux chercher un process, vous voyez que là, il peut être difficile pour moi de me retrouver, ok, dans l'ensemble de ces processus. Disons que je cherche par exemple les car walkers, par exemple. D'accord? Disons que je cherche les car walkers. Alors, on peut utiliser le CRUB. Donc, je peux venir ici, je dis je nettoie, je dis, je fais comme ça, je vais mettre ce qu'on va appeler le pipeline, je vais revenir d'ici, je fais CRUB comme ceci et je mets car walker. Ok, car walker comme ceci. Et là, ça va m'afficher uniquement les process qui ont dans ce nom car walker. Ok, c'est la même chose qu'on fait pour filtrer les logs par exemple. Parce que quand tu prends la log d'un serveur, elle est gigantesque. Ok, mais tu as juste besoin des parties qui ont le mot-clé erreur. Alors, tu vas donc prendre ta log, lire le contenu de ta log, par exemple, avec 4, mais passer au CRUB, d'accord, en mettant ici erreur, par exemple. Et là, ça va t'afficher juste la liste des erreurs qu'on a eues au niveau du serveur. Ici, c'est ce qu'on appelle un pipe, un pipe, ou encore en français, les tuyaux. D'accord? Ça veut dire que le output, ok, la sortie du PS-EF est renvoyée dans le CRUB. Et le CRUB est là qui joue un peu le rôle de filtre. Ok? Voilà. Donc, si je viens par exemple ici, je fais date comme ceci, ça me donne la date du jour. Si je fais date comme ceci, je dis CRUB, ok, je dis la date est. Et je fais ceci, je tape entrée, vous voyez que ça n'affiche rien. Ça n'affiche pas la date du jour. Pourquoi? Parce que la date, en fait, la date est affichée dans ce qu'on va appeler le standard output. OK? Donc, par défaut, ça affiche dans le standard output. Et non, ça n'a pas un résultat qu'il faut envoyer quelque part. OK? Ce sont des questions qu'on peut vous poser à l'interview. On peut vous dire que, OK, pourquoi, quand je prends par exemple PS, son output est envoyé dans le CRUD et que quand je prends le date, son output n'est pas envoyé dans le CRUD. D'accord? Pourquoi? Donc ça peut être une question qu'on peut vous donner, demander.
D'accord? Il faut être capable de répondre pour dire que non, la date, c'est son standard output, c'est son résultat est directement passé dans le standard output. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez aussi peut-être faire comme ceci, avoir l'intention de faire comme ceci. Vous voyez qu'on vous dit que CRUD a besoin d'une information. OK? Vous pouvez dire que bon, peut-être si je mettais tu, vous auriez l'information. Non, si je viens là, je fais tu, comme ceci, je tape entrée, on va voir que tu es là. D'accord? Mais quand je mets date est, on n'a pas d'information. Mais quand je fais tu, vous voyez, on a tu, février, on voit que c'est souligné. OK? Parce que ça fait partie de cela. Donc, ce sont des questions qui peuvent arriver. Pourquoi avec ceci, on a l'information au keywalker et avec date est, on n'a pas d'information. Ceci est affiché dans le standard output et date est ne fait pas partie des éléments qui sont affichés. Donc, vous deviez avoir ça à l'esprit. Donc, ça joue le rôle de quoi? De filtre. D'accord? Voilà. On va continuer. OK, on a déjà parlé du pipe. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le pipe. OK, voici comment on tue un processus, terminer un processus, donc kill le ID du processus. Mais dans le -9 ici, là, c'est si vous voulez tuer ce processus sans toutefois envoyer un signal. Sinon, la commande normalement pour tuer un processus, d'accord, pour tuer un processus, c'est le kill et l'ID du processus. OK? Donc, je peux copier cet ID, par exemple, si je tue ce processus. D'accord? Mais, en fait, ce qui se passe ici, c'est que le kill envoie un signal à un autre processus qui va donc tuer l'ID que vous avez envoyé. Mais si vous voulez tuer cet ID sans toutefois renvoyer ce signal, alors vous devez préciser, vous devez mettre le tiret -9 là. OK. Maintenant, une autre commande très utilisée, c'est le crap echo. OK? Crap echo, par exemple, le crap, c'est là, on l'utilise pour la gestion des signaux. OK? Sur Linux, il y a plusieurs signaux. Donc, je vais rechercher ici pour vous montrer. List des list of Linux signals. D'accord? Il y a énormément. Je vais cliquer ici. Je crois qu'on verra ça sur cette page ici. Voilà, voici ça ici. Donc, on ne peut pas tous les mémoriser, mais vous deviez savoir, voilà les différents standards, les signaux standards de Linux. Les voici ici. Vous allez voir SIGGAT, SIGBUS, etc. Sigil, SIGINFO, etc. OK? Ça sont les différents signaux de Linux. OK? Donc, vous deviez connaître que ça existe. Parce que ça va vous aider, par exemple, à gérer des erreurs que les utilisateurs peuvent faire. Je prends un cas précis. Revenons ici. Disons que l'utilisateur veut faire un CTRL-C. Le signal généralement qui gère le CTRL-C, c'est SIGINT. Donc, quand vous venez ici, là, comme ça, vous faites CTRL-C comme ceci. En fait, le CTRL-C est exécuté par un signal. C'est un signal que vous êtes en train d'envoyer et ce signal-là s'appelle SIGIN en fait. D'accord? SIGIN. Maintenant, avec le crap, OK, si quelqu'un envoie ce signal-ci, donc SIGIN pour faire CTRL-C, alors tu peux lui dire que la commande n'est pas, OK, n'est pas utilisée. OK, par exemple, echo, ne pas utiliser CTRL-C. Donc, en fait, tu peux contrôler ces signaux-là de telle façon que si quelqu'un fait CTRL-C ou bien si quelqu'un veut supprimer les fichiers, alors tu refuses la suppression parce qu'il y a un signal qui gère cela. D'accord? Si quelqu'un veut supprimer par exemple un fichier spécifique, avec le crap, tu peux donc gérer cela. Donc par exemple ça, tu mets comme ceci. Voilà. Quand tu as ça comme ceci,
Si quelqu'un veut donc supprimer, ok, ce fichier, alors vous allez dire la commande n'est pas autorisée, par exemple. D'accord? Voilà. Là, vous voyez, ne pas utiliser CTRL+. Vous voyez, quand je mets le crap echo dessus, sur le cycle, donc ça écoute ce signal-là. D'accord? Et ça me dit ne pas utiliser cette commande. CTRL+C. Vous voyez, ne pas utiliser CTRL+C. Parce que CTRL+C est géré par ce signal, SIGINT. Donc, avec la commande crap, je peux écouter le signal. Si quelqu'un appelle ce signal, alors je peux entrecarrer cela pour refuser l'exécution avec le crap. Il faut bien comprendre son utilité. C'est la même chose si quelqu'un fait, vous pouvez faire crap comme ceci. Si quelqu'un essaie de faire, par exemple, un remove, ok, si quelqu'un essaie de supprimer quelque chose, alors vous cherchez le signal qui gère la suppression, par exemple, de la route et vous entrecarrez ce signal-là ici pour dire que, en fait, vous ne pouvez pas supprimer cela. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, on va continuer. Une autre commande très utilisée par les DevOps Engineers, c'est le find. OK? Find, je vais prendre ça, je vais vous expliquer. Donc là, find, c'est pour rechercher. D'accord? C'est pour rechercher. Et slash, c'est pour dire la racine. Tirer le nom pour dire que tu veux rechercher sur le nom. Et là, tu peux dire, par exemple, que tu veux chercher les fichiers, par exemple, PAN, comme ceci. Et tu vois, là, ça me dit quoi? Find permission denied. Donc, ça n'arrive pas à chercher à la racine, en fait. D'accord? Permission denied. Alors, tu peux utiliser dans le sudo pour faire cela. Tu peux utiliser le sudo ou te connecter en sudo. D'accord? Tu peux utiliser le sudo et vous voyez, quand je fais, ça a fait système, ça a trouvé quand même quelque chose quelque part, ok, qui a PAN dessus. D'accord? Maintenant, pour se connecter en sudo, tu peux faire sudo, ok, SU, comme ceci, et là, vous voyez, je suis connecté en sudo. Je suis plus connecté ici comme l'utilisateur Ubuntu. Vous allez voir que je suis connecté en route. D'accord? Donc, ça, c'est la commande. Là, je vais faire exit pour quitter. Et là, je suis revenu sur l'utilisateur normal. Je ne suis plus en sudo. OK? Voilà. Maintenant, on va continuer. Il y a la commande curl. OK? Pour ceux qui ont fait un peu du développement, je crois que vous êtes habitués avec cette commande. En fait, elle vous permet de récupérer des informations sur Internet, d'appeler des API. OK? On a la commande wget qui permet plutôt de télécharger. Donc, la différence entre les deux, je crois que je vais essayer. Je vais faire ça. OK? Je vais prendre par exemple ce fichier-ci, comme ceci. Et je vais venir ici. Je vais faire curl comme ceci. OK. Donc, vous voyez, quand je fais curl, je mets le URL, ça n'a pas téléchargé. Ça copie le contenu. OK, de la page, ça me renvoie. D'accord? C'est cette page que nous avons vue tout à l'heure. D'accord? Et je peux donc faire ça. Je mets un pipeline dessus. OK? Je fais un CRUD dessus sur Signals, comme ceci. Ou bien je fais un CRUD dessus sur SIG-IN, comme ceci. D'accord? Et là, ça va partir sur le contenu que ça a scrappé sur Internet. D'accord? Ça va m'afficher uniquement les parties où on parlait de SIG-INT. D'accord? Vous allez voir ici que quand je fais le curl de ceci, je mets le pipeline, je fais le CRUD de ça. Et là, vous allez voir que ça m'affiche juste les lignes où on parle de SIG-IN. Ça, c'est quelque chose de très utile en DevOps. Maintenant, le curl, il faut préciser que le curl, c'est là, le CURL, ok, lui, il copie directement l'information pour vous donner. Par contre, le wget, ok, le wget, comme ceci, lui, il doit plutôt télécharger l'information. Vous voyez, il a téléchargé plutôt l'information. Donc là, si je fais ls, vous allez voir qu'il a téléchargé signal.set.html. Donc lui, il a téléchargé complètement l'information dans la machine.
Donc, c'est la différence entre les deux. Maintenant, si je veux donc lire son contenu, je suis obligé de faire signal comme ceci et je fais 4. Là, il va m'afficher le contenu. Si je fais donc 4 comme ceci, je mets le pipeline et je fais crep et je mets seek int tout à l'heure. Vous allez voir, ça m'affiche exactement ceci. OK, seek int qui sont les deux commandes, par exemple, term interrupt from keyword, donc qui est le contrôle C. D'accord? Voilà. Donc là, je peux nettoyer. OK, on va continuer. J'espère que ça c'est clair pour vous. Maintenant, les structures de contrôle dans les fichiers. OK? Par exemple, je vais prendre ça. Si vous voulez faire une structure de contrôle dans un fichier shell, on va dire vim first, on entre comme ceci. Je vais venir ici, je vais ancrer ici. Je vais faire ça, je mets. Donc ici, comme on peut voir, j'ai A égale à ça, B égale à ça. On fait if, then. OK, then. On met l'écho. Voilà, else. OK. On fait écho. Et on fait fin if. Donc regardez, j'ai A égale à 4, j'ai B égale à 10. If, donc $sign A est grand ou égal à B, OK, alors on va afficher A est plus grand que B. Else, B est plus grand que A. Donc, est plus grand, pas que égal. Si c'était égal, on devait ajouter un petit E ici. D'accord? Donc, ça, c'est greater than, tout simplement. OK? Voilà. Donc là, je vais cliquer sur Escape. Comme ceci, on va enregistrer. Là, si on exécute le fichier, comme ceci, là, on va voir que B est plus grand que A. D'accord? Et là, il y a ça, c'est la commande qui listait les fichiers. Tout simplement. OK. Maintenant, ici, ça, c'est comme ça qu'on utilise la boucle. Maintenant, vous regardez aussi comment on lit les variables. OK? Et la façon dont on lit les variables, elle est très différente d'autres langages de programmation, d'accord? Et aussi comment on met les conditions. Maintenant, il y a aussi la boucle. OK? Donc, tu peux faire, par exemple, compter de 1 à 100. Donc, si je viens dans la machine, je fais ça. I. Je tape entrée et je mets ça. Donc, for i in 1 to 100, donc de 1 à 100, do echo affiche i done, tout simplement. Donc, ça, c'est une structure sur une ligne, mais tu peux écrire sur plusieurs lignes, tout simplement. Donc, do, donc tant que i, ainsi, que faire, d'accord? Tu affiches i, etc. Donc là, je vais enregistrer comme ceci. Je vais l'exécuter. Vous voyez, là, ça m'a affiché de 1 don jusqu'à 100. D'accord? Etc. Donc, c'est comme ça qu'on fait les boucles ici. Maintenant, redirection et pipe. Donc, vous connaissez déjà les redirections. C'est ici rediriger la sortie vers un fichier. C'est ici rediriger la sortie vers un fichier ajouté à la fin. Donc, quand c'est deux, rediriger un fichier contre l'entrée. Donc, ça, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Maintenant, echo, on a y a parlé de ça. Maintenant, il y a ces commandes pour le debugging. OK? Donc, en fait, ici, le 7x, il faut que je vienne ici écrire. Je vais les copier. On va aller. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc, ici, je vais faire vim du fichier i au début. OK, ici, je vais mettre ça. OK. Fill. OK, je vais supprimer aussi ça. OK.
Ici aussi. Je peux commander ici. Donc ici, le 7X active le mode debug. Donc ça affiche les commandes exécutées. Donc pour comprendre, je vais commenter ici. On va revenir sur ça plus tard. Je vais commenter aussi ici. Donc là, si j'enregistre, j'exécute. OK? Vous allez voir que ça affiche les commandes exécutées. Donc ça, c'est le mode debugging. Donc ça vous affiche les commandes qui ont été exécutées. Vous voyez? Au fur et à mesure, ça vous affiche les commandes qui ont été exécutées. C'est ce qu'on appelle le mode debugging. D'accord? Donc en gros, c'est ça que vous avez ici. Quand vous faites 7-X, c'est pour le debugging. OK? Maintenant, il y a le 7E. Regardons par exemple, je vais venir ici, je vais mettre une commande qui n'existe même pas, comme ceci. D'accord? Et je vais enregistrer. OK? Et je vais exécuter. Je vais exécuter. Ce qui se passe, si vous observez bien, vous allez voir qu'il y a un petit problème plus haut. Surmontant encore. J'avais mis une commande. Voilà, voici ça ici. Ici, vous allez voir que la commande que je viens d'écrire ici, ça dit que c'est introuvable. D'accord? À la ligne 8. Mais le reste de code continue à s'exécuter. Maintenant, rappelez-vous avec les pipes, la sortie d'une exécution peut être l'entrée d'une autre. Or, on voit ici que cette commande n'existait même pas, mais le reste de code s'est exécuté. D'accord? C'est d'où vient donc l'utilisation de ceci, du set ici. D'accord? Le set i, lui, il va arrêter l'exécution de tout le programme si une commande échoue. Donc, en fait, c'est son rôle. Donc, si je viens ici, j'enlève, OK, j'enregistre, OK, j'exécute le fichier. OK, vous voyez que la commande ci a fait échec et lui, il a arrêté l'exécution. D'accord? Il a arrêté complètement l'exécution du fichier. Donc, c'est ce 7E-là qui permet de faire ça. Maintenant, jusque-là, il y a un souci. Parce que si je viens ici, regardez. Si je viens ici, je fais, voilà le fichier, voilà la commande qui n'existe pas, n'est-ce pas? Je vais mettre i, voilà. Je vais mettre le pipe ici et je vais dire echo, par exemple, bonjour comme ceci. OK? Cette fois-ci, ça va passer. Parce que le 7i, lui, il vérifie la dernière commande sur une ligne et non chaque commande de la ligne. Regardez, pour mieux comprendre, j'enregistre déjà. OK, je vais réexécuter le fichier. Cette fois-ci, vous voyez que ça passe. Malgré que, au début, il y a une commande qui n'existait pas, le echo bonjour a quand même eu lieu, pourtant cette commande n'existait pas. D'accord? Donc lui, il vérifie juste la dernière commande d'une ligne. Si la dernière commande passe, alors ça va. Si ça ne passe pas avant qu'il s'arrête. Pourtant, précédemment, il y avait déjà une commande qui était introuvable. Maintenant, comment résoudre cela? On va rentrer ici, je mets en exécution. Il y a donc ce set pipeline fail, OK, il faut mettre, OK, set-o pipeline fail qu'il faut mettre. Donc là, si je viens, WQ, j'exécute, comme ceci. Vous voyez, cette fois-ci, ça a échoué parce que ça n'a pu continuer, parce que ça a vérifié même les pipelines. D'accord? Voilà. Donc, en gros, c'est ça le rôle de ces trois commandes. Maintenant, si tu veux les mettre en une ligne, alors tu mets set
-E, -X et -O. OK, ce qui n'est pas très conseillé. Je conseille toujours de les séparer parce que le -X, c'est généralement vraiment pour le debugging, etc. D'accord? Voilà. Donc, déjà, vous pourriez maintenant écrire du code pour automatiser, OK, pour automatiser les tâches dans un fichier shell, OK, en utilisant des commandes que vous voulez. D'accord? Et toujours, n'oubliez pas le shebang qui est obligatoire. Voilà. Donc là, je vais sortir. OK. Donc ici, on a appris pas mal de choses dans le scripting. Donc Linux et le shell scripting sont essentiels pour le DevOps. Maîtriser ces concepts permet donc d'automatiser les tâches et d'améliorer l'efficacité des opérations. Pratiquez ces commandes et expérimentez avec vos propres scripts pour renforcer vos commandes. Parce que si vous ne les pratiquez pas, vous allez les oublier. D'accord? Vous allez totalement les oublier. Donc, il faut pratiquer, les utiliser. Je vais prendre un projet ici pour vous montrer l'utilité rapidement. Je vais venir par exemple ici, je peux prendre quel projet? Je vais prendre par exemple celui-ci, OK? Qui est un projet que j'ai par exemple déployé, OK? En utilisant les trucs du DevOps. Donc, c'est vraiment un projet professionnel ici. Je vais vous montrer l'utilité de ça, de ce qu'on vient d'apprendre. Donc, je vais venir par exemple ici. Voici par exemple deploy.sh. OK, ça c'est un fichier shell. Vous voyez, voilà le batch. J'accède à la direction du fichier. S'il y a eu des modifications là-bas, je stash ça. Donc, ça sont les commandes GitHub, par exemple. Je stash, je pull le code, je restart le Docker Compose et je dis déploiement complet. Donc, ça, c'est par exemple un code qui s'exécute chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est déployée sur le serveur. D'accord? Donc, et ça, c'est le premier fichier. Je peux encore vous montrer un autre fichier. Par exemple, celui-ci. OK? Ça, c'est un fichier. Regardez ce que lui fait. Ça, c'est toujours un fichier dans set.i que je vous ai montré tout à l'heure. J'affiche un peu ça dans mon terminal pour designer mon terminal. Je dis echo running the project, installation des requis. Je fais pip install -r pour installer les requis. Je fais echo. Je lance les migrations, par exemple, de Python sur Django. Je lance le migrate. Je lance les tests. OK? Je dis si les tests échouent, alors je dis test échec et je quitte tout simplement. Signal échec. Je collecte les fichiers statiques. OK? Je génère. OK? Je slip un peu pour attendre un peu. Je génère. OK? Je compile ici les messages pour tout ce qui est multilangue. OK? Je récupère les walkers et la version et je lance le serveur avec Gonicon, avec la commande Gonicon. Donc ici, ça c'est du shell et ça c'est un fichier que j'utilise dans Docker. Si je vous montre ici, Docker Compose, vous allez voir, c'est un fichier que j'utilise. Regardez, quand c'est sur le web, c'est ce fichier-là que j'exécute en SH. D'accord? C'est ce fichier-là que j'exécute. Vous voyez? Donc, pour donc automatiser mes tâches en fait. C'est ce fichier que j'exécute. C'est très important, donc prenez cela au sérieux. Ce n'est pas de la blague. Voilà, c'est ce fichier que j'exécute. Si je pars même sur mon CI/CD de GitHub, OK? Voilà mon workflow ici. Si vous descendez, quand ça a déployé sur la machine, alors vous allez voir qu'il y a un fichier que j'exécute ici qui est deploy.sh. OK? Et le deploy.sh, c'est le fichier que je viens de vous montrer tout à l'heure. D'accord? Qui fait donc quoi? Qui se positionne dans ce répertoire. Ça stash signale les modifications à l'intérieur. Ça pull le code sur la branche master et ça relance le Docker. C'est pour ça que l'utilisateur voit en temps réel les modifications qui ont été faites. On va voir quelques questions d'entretien en shell scripting pour les DevOps engineers. Donc, il s'agit ici des questions que vous seriez appelé à répondre si vous faites passer par exemple une interview pour être DevOps engineer dans une entreprise. Donc, comme question pour ce qui concerne le shell scripting, vous aurez des questions très simples, mais pour répondre à ces questions, il va falloir que vous ayez vraiment pratiqué du shell scripting, que vous ayez vraiment
eu à travailler avec, sinon vous ne pourriez pas répondre à ces questions. D'accord? Généralement, généralement, les premières questions qu'on pose, c'est cite quelques commandes couramment utilisées en shell. C'est généralement la question que l'on pose. Et cette question, c'est une question piège parce que généralement, quand on dit cite quelques commandes couramment utilisées en shell, des gens vont citer des commandes vraiment, des commandes qu'on n'utilise pas généralement au quotidien dans le DevOps. Donc, ils vont chercher des commandes vraiment difficiles à connaître. Pourtant, il y a des simples commandes telles que le ls, le cp, le move, le mkd, le torch, le vim, le crub, le find, le top, ça, le df, le ps nano, le man, etc. Donc, citez vraiment les commandes que vous êtes habitué à utiliser. Vous voyez, quand je suis par exemple ici dans mon shell, d'accord, dans ma machine, si je veux connaître la liste de mes fichiers, je fais ls, d'accord, tout simplement. Si je veux déplacer un fichier, je fais move tout simplement pour envoyer ce fichier-là quelque part. D'accord? Si je veux copier, je fais seulement le CP tout simplement. Si je veux avoir une documentation, je vais faire le nan et je mets la commande que je veux avoir sa documentation tout simplement. Si je veux créer un fichier, je fais un dossier, je fais le MK, le mkd et je donne le nom du dossier. Si je veux créer un fichier, je fais le tosh, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des commandes que nous utilisons au quotidien quand nous sommes des DevOps ingénieurs. D'accord? Maintenant, la prochaine question, ok, c'est écris un script shell pour afficher la liste des processus en cours. Donc ici, on vous demande d'écrire du shell. Donc déjà, vous devez mettre votre shebang dans ce fichier. D'accord? Donc, à ce moment-là, tu prends ta machine, tu prends ton PC, tu viens ici, tu vas dire d'abord Tosh par exemple, tu vas dire Tosh, appelons ça processus, ou bien process.shell comme ceci. Voilà, tu crées. Voilà, ou bien tu pouvais simplement faire avec Vim, processus comme ceci. Tu mets d'abord le shebang comme ceci. Tu cliques sur I, tu appuies sur I, je vous l'ai dit. OK. Maintenant, généralement, ici, tu dois donner une description, OK, de ce que tu veux faire. Ce sont les bonnes pratiques. Description de ce que, OK, de ce que tu veux faire. D'accord? Voilà. Maintenant, après ça, tu peux donc mettre la commande ici. Par exemple, tu peux faire PS pour afficher dans la liste des processus qui sont en cours, ou bien tu peux utiliser dans cette option qui va te permettre de lister tous les détails dessus. D'accord? Donc, le -ef comme ceci. Et là, tu peux mettre un écho ici pour dire fun, tout simplement. D'accord? Et là, tu cliques sur Escape, tu enregistres. Maintenant, si tu veux exécuter, tu fais process.sh. Permission denied. Sûrement, il n'a pas la permission d'exécution. OK? Alors là, tu peux faire chmod, change mode. Tu peux soit faire un -R. OK? Tu peux faire un -R 777 process comme ceci. D'accord? Et là, tu réexécutes le fichier. Voilà, tu vois, tu viens de donner dans la liste des process, etc. Voilà, donc c'est une question qu'on peut généralement demander à l'interview. D'accord? Maintenant, on peut dire sur les process si, par exemple, une autre question qui peut venir sur les process si, donne juste les process, par exemple, qui concernent, disons quoi. On peut te demander de donner les process qui concernent, par exemple, le dossier user, dans le USR, comme tu vois là. À ce moment-là, dans ton fichier que tu viens de d'écrire ici, tu vas faire ça. Je vais aller process comme ceci. Tu viens ici, tu vas mettre un pipe. Donc, je clique d'abord sur insert.
tu vas mettre un pipe comme ça et tu vas mettre le crop, ok? Et là, tu vas dire user comme ceci, d'accord? Et là, tu enregistres. Donc, c'est une question qu'on peut te demander à l'interview parce que ça arrive, parce que c'est très utilisé en DevOps, n'est-ce pas? Voilà, et quand tu exécutes, tu vas juste, ok, je ne sais pas si ça a filtré comme je voulais. Est-ce que j'aime m'enregistrer? Oui, donc là, ça doit te donner uniquement ceux qui contiennent le user normalement. Euh, ok, attends, je fais encore process. Ok, on a fait. Ah, j'ai plutôt mis sur fun au lieu de sur. Ok, désolé, j'ai plutôt mis plus haut. Donc, insert. J'enlève ici. C'est pas ici que je voulais mettre. Je voulais mettre plutôt là. OK, comme ceci. Crop et user comme ceci. Voilà. OK, donc j'exécute encore. Vous voyez, là, donc je viens de faire, je viens de filtrer cela et donner juste les process qui sont dans le USR, qui concernent le USR, tout simplement. Voilà. OK, donc ça, c'est une des questions qu'on peut vous demander à l'interview. On va continuer. La deuxième question, c'est la troisième, on va dire, si on souhaite, par exemple, bon, ça c'est la suite de la deuxième, si on souhaite afficher uniquement les identifiants des processus, donc les PID, on peut utiliser le awake. Par exemple, vous voyez, si on veut juste afficher cela, on peut utiliser le awake en faisant ceci. Donc, je reviens ici. Je vais aller, je vais utiliser Vim. Je vais enlever le crop, OK, qui a été utilisé pour le print. Et maintenant, je mets ceci. En gros, le awake, vous allez voir ici, on prend la deuxième colonne. On fait un print de la deuxième colonne avec le awake. Donc, le awake permet en fait de parcourir les colonnes. D'accord? Donc là, je vais faire ça et je vais enregistrer comme ceci. Si j'exécute comme ceci, vous voyez, ça affiche uniquement les éléments de la deuxième colonne. Parce que si vous regardez, c'est ça ici en fait. Voici la première colonne, les UUID. Voici la deuxième colonne, d'accord? Voilà la troisième, la quatrième. Donc avec le awake, comme vous venez de voir, d'accord, on peut parcourir les colonnes. Donc ici, print, le $2, c'est pour dire la deuxième colonne, tout simplement. Donc il faut connaître cette commande, le awake. Voilà, donc c'est une question que vous aurez généralement à l'interview. On va continuer. Maintenant, en 3, on va dire écris un script pour afficher uniquement les erreurs d'un journal distinct. Hier, nous avons vu cela. D'accord? On a parlé du curl, OK, qui vous permettait d'appeler, OK, directement dans le terminal, d'afficher dans le terminal directement le contenu d'un URL. OK? Et on peut passer le crop dessus maintenant pour filtrer uniquement sur les erreurs. Donc, je peux venir ici. Je vais dire New Window. OK, je vais essayer de chercher une log qui existe. Log file errors link. Je vais chercher juste comme ça si je peux avoir. Bon, je n'ai pas vraiment. Mais je peux prendre n'importe quelle page. Je vais prendre par exemple cette page-ci. D'accord, pour vous expliquer cela. En gros, à quoi cela sert. Donc, je vais prendre ça comme ceci. Je vais venir ici et là, je vais faire curl. OK, bon, je nettoie un peu. Je nettoie. Donc là, je vais faire curl et je passe ceci. D'accord? Quand je passe comme ceci, ça m'affiche le contenu.
OK, ça pouvait être une lock ici. Donc, ça a copié tout ce qui est sur Internet et ça m'affiche. Maintenant, je peux faire donc un filtre dessus maintenant. Je peux faire un filtre dessus. Par exemple, disons que je veux juste les href. OK? Donc, c'est la même chose. Donc, je vais faire ça comme ceci. Et là, je vais mettre un pipe. Je vais dire grep. Je vais dire href comme ceci. Donc, juste les références qui ont le href. OK? Il y a énormément, regardez. Vous voyez, href, c'est ça qui souligne là. Href. Donc, uniquement ceux qui ont le href. Voilà. Donc, il y a énormément. Et je vois deux déjà. Si on continue. Donc, en gros, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Je peux venir toujours sur le même lien. Je peux dire, par exemple, je cherche ceux qui ont hâte, par exemple. D'accord? Je viens ici, je fais ça. Et je mets plutôt ceci. Hâte. Et là, vous voyez, cette fois-ci, ça fait un total de speed. OK, ça n'a pas trouvé de hâte. OK, je vais relancer. OK, pas du tout. Si je dis, je fais un hâte. OK, là, ça a trouvé quelques-uns. Voilà. Voilà, donc en gros, c'est ça, vous voyez les hâte, vous voyez. Donc c'est en gros, ça comme ça qu'on filtre les logs. Parce que généralement, quand vous avez un fichier de log, c'est gigantesque, alors il va falloir filtrer. Donc on veut se rassurer que vous maîtrisez un peu cela. Maintenant, quatrième question, écrire un script pour afficher les nombres divisibles par 3 ou par 5, mais pas par 15. OK? Donc voilà, par exemple, du code ici que j'ai mis. Donc, on veut que tu écrives un code shell qui permet donc d'afficher les nombres qui sont divisibles par 3 ou par 5, mais qui ne sont pas divisibles par 15. Tu vois? On prend une liste de nombres que tu vois ici, for i int. Donc, on parcourt la liste des nombres. OK, je peux faire ça rapidement pour qu'on ne perde pas de temps. Je vais copier. D'accord. Je vais venir ici. Je vais dire vim filter .sh. Voilà. Je vais mettre ça. OK. Je vais dire i pour saisir. Donc, on va dire for i int. Donc, pour i dans ça, de 1 à 100, faire. Donc, en gros, on va dire faire. Voilà. OK, j'arrange juste. Donc, on va dire pour expression, OK, pour i, donc expression i divisé par modulo 3 est égal à 0. Donc, on va vérifier si i modulo 3 est égal à 0 ou dans les deux cas, si c'est le ou, expression i modulo 5 est égal à 0 et expression i modulo n est différent. Donc, comme vous voyez, moins ne à 0, donc différent de 0, alors affiche cela. D'accord? Func pour le if si qu'on a fait ici et donne. Maintenant là, si je sors, je fais ça, j'exécute le fichier filter.sh comme ceci, permission denied. Donc là, je vais dire chmout, chmout-r, OK, -r 77 filter comme ceci et je réexécute le fichier. Donc, vous voyez, là, ça donne uniquement ces nombres-là. On va voir que 3 est divisible par
par 3 et c'est pas divisé par 5. Voilà, 5 est divisé par 5, mais c'est pas divisé par 15, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, ça fait exactement le travail qui a été demandé. Voilà, donc vous devez être capable de faire ça. Écris un script pour compter le nombre de lettres S dans Mississippi, par exemple. Donc ici, on veut écrire un script qui permet de compter le nombre de lettres dans Mississippi. OK? Donc, là, je vais venir ici. Je vais créer un fichier. Donc, je vais dire vim Missy. Je vais dire what. Je vais dire what count.sh. Bon, là, je ne veux pas trop écrire. Je vais juste copier. D'accord. Et je vous explique. OK, je vous explique rarement. Vous voyez ici, ça, c'est le shebang. On connaît déjà ça. Maintenant, x est égal à Mississippi. Maintenant, ici, je fais écho moins n de cette variable. OK. Et cette variable, je passe dans le CRUT. OK. Le CRUT, lui, il doit donc retirer uniquement ceux qui ont le S. OK. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4. 4 S. D'accord. Le grep, vous connaissez. Le grep, je vous l'ai dit. Vous connaissez déjà ça. Maintenant, on va passer dans le pipe. Le word count. Donc, ça, c'est word count. C'est une commande. Donc, lui va compter. OK. Et le moins L que vous voyez derrière, ça va donner la longueur. D'accord. La longueur de la chaîne qui sera comptée. Donc là, si je fais ça et je fais chmout -r 777, je fais word count, je fais slash word count, comme ceci. Vous voyez, ça m'affiche 4. OK? Donc, je peux faire la même chose en mettant plutôt un autre mot. Ici, je peux dire seulement miss. Là, je m'attends à ce que ça m'affiche 1. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc là, si j'exécute, voilà, j'ai 1. D'accord? Donc ça, c'est la façon. Il y a d'autres, il y a des méthodes plus performantes que celle-ci, mais ça, c'est la méthode la plus simple. D'accord? Voilà. Comment déborguer un script shell? Voilà, vous connaissez déjà. Pour déborguer, en mode debugging, c'est le 7-X. OK? Pour désactiver, c'est le 7 plus X. Vous connaissez déjà ça. Qu'est-ce qu'un Chrome tag sur Linux? Je crois hier, on a parlé de ça, n'est-ce pas? Un Chrome, un cron tag, OK, les crons. Les crons, en fait, sont utilisés pour programmer l'exécution automatique des tâches dans un intervalle régulier. OK? Par exemple, suivez l'état du système et envoyez des rapports par email toutes les 6 minutes, par exemple. Donc, c'est ça qu'on appelle un cron. Je crois que j'ai fait un ici pour vous montrer. Regardez, si je viens ici, je fais ls. Je fais ls. Qu'est-ce que j'ai ici? OK, exemple cron. Donc, si je fais exemple cron ici, voilà par exemple un exemple. Vous voyez, j'ai un fichier ici là qui s'appelle system.heart que j'ai mis ici dans log system.heart. Donc, je peux même copier comme ceci. Maintenant, ici, je fais echo heart check. Donc, ici, c'est pour dire que je suis en train de vouloir checker OK, la santé du système à cette date-ci là pour ce fichier. Maintenant, je fais top. Vous connaissez la commande top. Je fais le crop dessus seulement sur le CPU. Je fais le awake pour récupérer seulement cette colonne et cette autre colonne que je vais envoyer dans ce fichier. Maintenant, je fais la même chose. Je veux regarder la mémoire utilisée. Je veux regarder aussi le disque utilisé. D'accord? Que j'envoie dans ce fichier, par exemple. OK? Maintenant, on peut décider donc de lancer ce fichier, par exemple, toutes les 6 minutes. OK? Ou bien tous les 10 minutes, etc. C'est ça qu'on appelle un cron. D'accord? C'est ça qu'on appelle un cron. Voilà. Donc, par exemple, vous pouvez exécuter ça. Alors, ça va donc, vous auriez donc un fichier de santé pour votre système. D'accord? Voilà. Donc là, je vais sortir.
et je peux exécuter ce fichier. Je me rassure, chmoot -r 777 exemple, voilà, exemple comme ceci. Et là, bon, ça veut écrire, OK, à ce niveau-ci, il a permission denied. Donc, il va seulement falloir que je sois en sudo, par exemple, pour pouvoir exécuter cela. D'accord? Maintenant, si on part à ce niveau, on fait un 4 par exemple ici. Si je fais 4 de ceci, OK, vous voyez, ça a donc donné, ça a copié tout cela, ça a envoyé cela. Donc, dans ce fichier que je viens de créer, vous allez voir que j'ai donc un récapitulatif sur mon système. D'accord? Et dessus maintenant, sur ce système, je peux donc relancer cela en faisant un cron comme ceci. Donc, en gros, en mettant ainsi, OK, bash comme ceci, donc exemple d'exécution toutes les 6 minutes. Vous voyez, vous mettez ceci, ça c'est pour toutes les 6 minutes, le nom du fichier qu'on veut envoyer, par exemple, le rapport par mail. Mais pour cela, vous deviez configurer le SMTP server, le mail utile sur votre serveur. Je ne vais pas entrer à l'intérieur de ça. Maintenant, huitième question, c'est comment ouvrir un fichier en lecture seule. Ouvrir un fichier en lecture seule, c'est pas compliqué. Vous faites juste vim-r. OK? Le "-r" vous permet de faire en lecture seule. Donc, je peux faire par exemple "-r". Je fais exemple comme ceci. Et là, je suis juste en lecture. OK? Je suis juste en lecture. Maintenant, quand je veux passer en écriture, vous voyez le warning ici, changing warning, changing et read only fine. Donc, on peut juste lire, c'est juste en lecture, je ne peux pas écrire à l'intérieur. D'accord? Donc, je ne peux pas écrire, donc je vais faire accept. Et là, je sors. OK, je vais faire accept. Je vais faire 2 points Q tout simplement. No writing like change. At OK to overwrite. OK. Voilà. Maintenant, quelle est la différence? OK, quelle différence faites-vous entre les liens symboliques, généralement appelés les soft links, et les liens physiques, généralement appelés les hard links? C'est très simple, type de lien et définition. Maintenant, on a les liens symboliques, les soft, fichier qui pointe vers un autre fichier. D'accord? Un fichier qui pointe vers un autre fichier. Si le fichier original est supprimé, le lien devient invalide. Ça veut dire un soft link, d'accord, c'est un fichier qui pointe vers un autre fichier. Si le fichier original est supprimé, alors le lien, le soft link ne sert plus à rien. D'accord? Par contre, le hard link, c'est une copie du fichier original. Même si le fichier original est supprimé, alors le hard link reste. Donc, à partir du hard link, on a toujours une copie du fichier original. Donc, on va généralement utiliser les hard links pour tout ce qui est backup. D'accord? Pour tout ce qui est backup. Donc, ça permet, si quelque chose, on perd une donnée, on peut la retrouver. D'accord? Voilà. Donc, voilà un exemple de créer un fichier, un lien symbolique. Et voilà un exemple de créer un lien physique, par exemple. Maintenant, c'est quoi la différence entre le break et le continue? Bon, le break arrête complète de la boucle. Ça veut dire vous avez une boucle, par exemple, comme ici. Alors, si i est égal à 5, donc on fait un break, on arrête tout. Donc, on arrête tout quand i est égal à 5. Par contre, avec le continue, i peut être égal à 5. On n'affiche pas i. OK? On n'affiche pas i. Voilà, on continue juste. OK, peut-être on ne manipule pas la valeur de i égale à 5, on passe directement à i égale à 6. Donc, c'est ça la différence entre le break et le continue. Maintenant, c'est quoi les inconvénients du shell scripting? De ceci, les erreurs fréquentes et coûteuses. Une petite erreur peut causer des problèmes importants. C'est vraiment ça le shell. Voilà, donc il faut être très minutieux quand on travaille avec du shell scripting. Exécution lente, comparé au langage de compiler comme le C, le Go. Voilà, ça a une exécution lente. Utilisation excessive des processus. Le problème avec le shell scripting,
que moi j'ai eu au début, c'est que chaque fois que tu exécutes une commande, un processus distinct est lancé. C'est ça vraiment le problème avec. Voilà, complexité croissante, pas adapté aux tâches trop complexes. Donc, quand une tâche est vraiment trop complexe, le shell scripting ne va pas donner. Par contre, je vous explique généralement ce qu'on fait. Quand on a une tâche, par exemple, très complexe, ce que moi je fais généralement et que d'autres personnes le font, c'est qu'on va écrire plutôt du code généralement en Python, d'accord? Mais ce fichier Python, on va lancer cela avec du shell. OK, donc on va lancer le fichier Python à partir du shell et le shell va juste lancer le fichier Python, mais en cette fois-ci, c'est Python qui exécute la tâche. Ce n'est pas lui le shell. Lui, son rôle, c'est juste de lancer le processus. Voilà, donc généralement, c'est ça. OK, les types de boucles et quand les utiliser. Bon, ceci, c'est du B à bas. C'est une question qu'on peut généralement vous demander. Vous avez la boucle for qui parcourt une liste ou une plage de valeurs. Donc, quand vous connaissez déjà le nombre d'exécutions totales, la boucle while, OK, exécute tant que la condition est vraie. Ici, vous ne connaissez pas vraiment le nombre total d'exécutions, mais tant que vrai, ça va toujours continuer à s'exécuter. Until loop, dans le until, exécute tant que la condition est fausse. OK? Jusqu'à ce que cette condition soit fausse. Maintenant, vous pouvez voir les différents exemples ici avec le while. On a déjà fait le for précédemment. Maintenant, voici une question qui vient souvent. Ici, le batch, OK, est-il dynamique ou statiquement typé? Est-ce un langage dynamiquement typé ou statiquement typé? Voilà. Par exemple, comme le Python, c'est un langage dynamiquement typé. Le C, c'est un langage, voilà, statiquement typé. Donc, quand on dit dynamiquement, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de créer une variable et dire que cette variable est de type int, de type string, etc. Donc ici, le batch est dynamiquement typé car les variables n'ont pas besoin d'être déclarées avec un type spécifique. Vous pouvez stocker une chaîne de caractères dans une variable et ensuite y affecter un nombre sans erreur. Voilà. Outils, quels sont les outils de diagnostic réseau que vous connaissez? C'est une question qu'on peut vous poser. Il y a par exemple le traceroute, affiche les routes empruntées par un paquet. Donc si je viens par exemple ici, sur ma machine, je fais par exemple trace, oh ma machine s'est éteinte, parce que j'utilise, ok, je vais relancer. Oh, j'ai oublié. Ok, il faut que je me place dans l'autre. Comme ceci. Et je relance la machine. Ok. Je nettoie. Donc, si je fais par exemple trace route de google.com par exemple. Ok, de google.com. Bon, trace route n'est pas installé. Ok, donc il va falloir qu'on installe cela. Sudo apt install trace route. Par exemple, donc c'est une commande il faut l'installer tout simplement. Voilà. Maintenant, quand c'est installé, tu fais ça. Ok, tu vas voir, ça va te donner les informations vers le chemin qu'emprunte le paquet pour arriver chez toi. Ok, tu vas voir que ça passe on a d'abord cette adresse IP où ça passe, d'accord, ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu reçois la réponse. On a aussi le trace path, ok, qui est similaire au trace route, mais sans besoin de privilège route. Voilà. Voilà comment créer une liste de noms dans un fichier. Donc, si vous avez les noms dans un fichier et que vous voulez les créer, vous utilisez simplement le sort nom.txt, tout simplement. OK? Et si vous voulez créer en log inverse, vous ajoutez le -r. Maintenant, comment gérer un fichier journal volumineux généré quotidiennement? Vous savez, quand vous avez de la log, quand vous êtes système administrateur, vous avez énormément de logs qui sont générés chaque jour. Maintenant, si vous ne gérez pas cela bien, alors ça va occuper énormément d'espace sur le disque et à un moment donné, le disque sera plein. Maintenant, comment vous gérez cela? C'est une question qu'on peut vous poser. Alors, il faut utiliser les log rotate. D'accord? Les log rotate, en fait, qu'est-ce que ça permet en fait de
générer les locks, ok? Et s'il n'y a pas de problème, peut-être chaque 7 jours ou bien chaque jour, ça va supprimer les anciens qui ont été compressés. Donc, compression avec le gzip et le zip, suppression automatique des anciens locks. Donc, en gros, c'est ce que le lock rotate fait. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est quelques questions que j'ai préparées pour vous préparer aux interviews au Shell Scripting DevOps. D'accord? Donc, pour vraiment les maîtriser, il va falloir que vous pratiquiez chaque jour et vraiment chaque jour pour être... parce que c'est quelque chose, si après quelques mois, tu ne fais plus, tu vas tous les oublier. Parce que même ceux qui utilisent chaque jour oublient les commandes. Parfois, il arrive même que je ne connais même plus une commande et c'est une commande que j'utilise chaque jour. D'accord? Donc, il faut pratiquer, il faut pratiquer. Voilà.